Oui, mais très critique à l'égard de l'identity politics, alors que les gens nous identifient à l'identité. Alors j'ai un accent horrible d'anglais, hein, tu m'excuseras. Mais c'est quoi tes critiques à l'égard de l'identity politics? Bon, ça dépend un petit peu, on va dire, comment on la formule, disons, cette identity politics. Euh, mais c'est vrai que, essentiellement, ce que c'est devenu, c'était une manière de se positionner dans un champ de parole. C'est-à-dire de dire, moi, je parle de cette manière-là. Je parle en tant que personne qui a vécu un certain nombre d'expériences. Hmm. Et c'est vrai, on a vécu un certain nombre d'expériences. Mais on réfléchit davantage à l'expérience comme on l'a encaissée, comme on l'a prise, comme on l'a subie, plutôt que à l'histoire qui nous a mené à cette expérience. Et cette expérience est très importante, si tu veux. C'est-à-dire que... Il ne s'agit pas de la nier. Il ne s'agit pas de la nier. Même, voilà, avant, tu me demandais l'avis sur le président Mao. C'est ce que disait bien le président Mao. Qui n'a pas enquêté n'a pas le droit à la parole. Et quelle meilleure enquête que de s'être mangé du racisme, du sexisme, que sais-je, pendant des années et des années. Mais si on réfléchit pas au sens que ça a dans l'histoire, eh ben, on n'a pas une analyse suffisante de la situation. Et donc, il faut les deux. D'avoir vécu la chose ne suffit pas, il faut aussi non, travailler. d'avoir vécu la chose ne suffit pas. On peut aussi avoir une analyse tout à fait juste si on n'a pas vécu la chose. Oui. C'est vrai aussi. Vraiment, avoir vécu la chose, ça aide. Ça permet d'aller plus vite. Ça accélère un petit peu. Ça accélère un petit peu le truc. Mais c'est pas suffisant. Et dans l'identity politics, ça a été souvent considéré comme suffisant, ou en tout cas considéré comme une manière, on va dire, d'avoir un ascendant dans une discussion, etc. Mais c'est pas quelque chose qui permet de faire avancer collectivement une prise de conscience. Ça amène juste à imiter certaines formes de prise de parole. C'est ça que c'est devenu. Mais un autre problème, et je sais que tu voulais en parler, c'est le rôle qu'a eu l'intersectionnalité dans ce type de discours. Attention, gros débat. Bah oui, je sais que c'était un gros débat, mais c'était déjà un gros débat à l'époque, oui, et ça l'est encore aujourd'hui. La manière dont ça a été compris et la manière dont ça a été utilisé, ça nous a empêché, je pense, de théoriser et de comprendre les mécanismes mêmes du pouvoir, notamment aux États-Unis, mais au-delà, dans tous les pays historiquement esclavagistes, etc. Mais tu dis que l'intersectionnalité, c'est le cheval de Troie du libéralisme. Absolument. Pourquoi ? C'est le cheval de Troie du libéralisme, simplement parce que aujourd'hui, et je sais que c'est un peu triste d'attaquer ça aujourd'hui parce que, Trump tape sur le DEI, c'est-à-dire Diversity, Equity, Inclusion. Trump tape là-dessus au max, c'est-à-dire c'est un petit peu la queue de comète, on va dire, des politiques de affirmative action, pardon, j'ai action affirmative en tête, mais c'est pas comme ça. Discrimination positive, pardon. Des politiques de discrimination positive qui avaient eu lieu dans les universités, dans les institutions, etc. C'est-à-dire, il faut mettre en avant les personnes des minorités. Que ce soit racial, de genre, de sexualité. Exactement. Et moi, je suis un produit de ça, si tu veux. C'est-à-dire, si j'ai pu enseigner aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est parce qu'ils avaient des politiques de DEI. Et moi, les deux postes que j'ai eus, c'était des postes de DEI. C'est-à-dire, on crée un poste en études noires, ou aux États-Unis, c'était un poste en études critiques de la race. Bon, ce serait bien d'avoir un noir pour ça. C'est ça le but. C'est pas marqué qu'on va forcément embaucher un noir, ou un asiatique, ou un arabe, ou une personne de n'importe quelle minorité qui est reconnue comme telle. Mais c'est quand même souhaité. Et je sais que parfois, j'étais dans les dernier carré, on va dire, de ces trucs de sélection, et j'étais face à des meufs blanches, et on disait oui, mais quand même, est-ce qu'elle serait pas mieux, est-ce qu'elle serait pas plus adaptée, tu vois? Donc toi, même dans le DI, c'était pas acquis que pour parler des noirs, il fallait un noir. Bon, le doute persistait quand même toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intersectionnalité a été beaucoup utilisée pour ça. Et pourquoi? Parce que, et ça, je pense que c'est un élément fondamental, ou un point de rupture fondamental sur la lecture des conditions qui ont mené à Black Lives Matter, par exemple. D'accord. Permets-moi de faire un détour, si ça te va. Vas-y. Pour qu'on explique. On a le temps d'expliquer, parce que c'est un sujet, les gens... Ouais, c'est bon. Généralement, quand les gens on critique l'intersectionnalité, ils croient qu'on critique le fait de dire qu'il faut articuler les dominations, alors qu'il n'est pas totalement. Non, il faut essayer de les comprendre le mieux possible. Mais je veux insister en fait sur un point
particulier Vas-y. que, à mon avis, l'intersectionnalité et même le féminisme en général, c'est condamné à ne pas comprendre et qui, selon moi, est le point nodal, le point de dissension fondamentale. Est-ce que tu te souviens de l'affaire de Michel Zecler? Oui. Michel Zecler, qui était un producteur de musique, Il s'est fait tabasser. qui s'est fait tabasser par les flics. Dans son studio. Dans son studio de musique, qui était un beau studio, un peu comme celui où on est aujourd'hui. Et non seulement ils l'ont tabassé, ils l'ont massacré, quoi, et après, ils ont tous fait des faux témoignages en disant que c'est lui qui les avait agressés. Je me souviens, à l'époque, j'avais écrit un petit papier pour Mediapart, où j'avais posé une question très simple, à laquelle je n'ai bien sûr jamais eu de réponse. Pourquoi un tel massacre? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Michel Zecler s'est fait casser la gueule par des flics? Ouais. Et on n'a jamais su. Je crois que même au procès, la question n'a pas vraiment été abordée, c'est-à-dire que les flics ont vu un noir comme ça, qui ne commettait aucune infraction, ils sont probablement dit, on va se le faire. Ouais. Et ils l'ont tabassé. Et la manière dont l'intersectionnalité, dont toutes les théories féministes posent la violence contre les hommes racialisés dans la société, c'est de dire leurs offenses sont plus punies que celles des autres. C'est-à-dire que s'il y a un outrage et rébellion, peut-être les blancs, on va leur laisser mieux passer, mais si c'est un noir, ça va être pire. S'ils ont un petit peu, une petite quantité de drogue, peut-être qu'on va faire partir le blanc, mais le noir ou l'arabe, on va l'agresser, etc., Ouais. etc. C'est-à-dire, c'est une espèce de coefficient aggravant. Ouais. Ce que l'affaire de Michel Zecler, mais qui est qu'un exemple, mais qui est quand même un exemple que j'utilise parce qu'il est parlant. L'autre hypothèse qu'on emploie, par exemple, dans les Black Male Studies, les études sur les hommes noirs, qui sont le courant auquel j'essaie de contribuer dans mes travaux académiques, c'est l'hypothèse selon laquelle les hommes non blancs sont ciblés en tant qu'hommes non blancs par les forces de l'ordre, par les forces de répression. Non pas parce qu'ils sont traités plus mal que les hommes blancs, mais parce qu'ils sont considérés fondamentalement comme des nuisances et qu'on D'accord. essaye de les éliminer de la société. C'est Il n'y ça a pas notre le privilège différence. masculin sur les hommes blancs. Non, il y a au contraire un coefficient négatif. On cherche à les supprimer. Et on cherche à les supprimer en essayant de s'approprier leurs femmes, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire que, bien entendu, que l'envers de ça, c'est pas, on dit pas qu'il y a un privilège des femmes arabes, des femmes noires, etc. sûr. Non, mais on cherche à éliminer les hommes et à, les faire de ces femmes une espèce de bien appropriable, violable, et tout ce que tu veux. Donc, c'est ça, je pense, le point de désaccord fondamental. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que la masculinité racialisée, c'est juste une masculinité plus maltraitée, ou est-ce qu'on considère que c'est une autre catégorie que la suprématie blanche essaye activement de démolir? Ouais. Et moi, je suis de ce deuxième, je suis cette deuxième voie, je pense que c'est cette deuxième option qui est juste. Et c'est ça qui explique la surreprésentation de ces populations dans les prisons, etc., etc. On cherche à les supprimer de la société au maximum. Et c'est pour ça qu'on peut s'attaquer à des hommes noirs et arabes, non pas en exagérant leurs fautes ou leurs offenses, mais juste parce qu'ils existent dans la société. Je termine sur le combat River Collective. Là où je suis pas d'accord, c'est pas forcément avec leur propre ligne à elles, tu vois ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a quand même, s'il y a quand même un petit problème dans tout ça, c'est que qui va devenir le problème de l'identity politics, qui est qu'à cumuler une manière de se positionner comme femme lesbienne, marxiste, etc. On constitue un sujet politique qui est un sujet politique parfait pour produire du discours. C'est-à-dire que là, on est vraiment contre toutes les oppressions. Mais quelle base on a? Elle savait quelle base. Elle disait, on agit à l'intérieur du mouvement radical noir, on agit à l'intérieur du Black Power, pour le réformer, pour, en constituer la plus progressiste. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Enfin, les lectrices et les lecteurs du combat River Collective ne le lisent pas comme ça. Ils ont jeté la seule chose qui donnait sens historiquement, c'est-à-dire d'un point de vue militant à leur truc, c'est-à-dire en disant c'est à l'intérieur du mouvement noir qu'on se positionne pour le faire aller dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Et on dit non mais le mouvement noir, de toute façon c'est sexiste, c'est de la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est juste organiser des personnes les plus minorisées possibles
et leur donner une voix sans dire mais comme à partir de quelle base militante et de quelle action dans l'histoire on va changer les choses. Ouais, bien On se sûr. pose plus la question. On se dit, on a le meilleur sujet politique, celui qui est vraiment pas sexiste, vraiment pas raciste, D'accord. vraiment pas classiste. Ils Un sujet qui disent vraiment la n'existe pas. vérité. Bah, j'imagine, il doit y avoir 2-3 personnes qui sont vraiment, tu vois, qui disent vraiment la vraie vérité sur toutes ces questions-là. Mais comment est-ce qu'on convertit ça en mouvement politique? C'est peut-être ça la question. Entendre des discours où il y a rien qui nous déplaît parce qu'on est complètement de gauche ou je sais pas quoi. Ok, c'est cool. Mais est-ce que c'est suffisant, tu vois ce que je veux dire, pour s'attaquer à des structures de pouvoir qui existent depuis très longtemps, etc. Je suis pas convaincu. Je pense même que c'est pas le plus sur cas. la pratique et sur les. Ben oui, il faut une pratique. Elle l'avait compris, et c'est ça peut-être. C'est Pour plutôt moi, les héritiers que tu. Voilà. Bah oui, bien sûr, c'est plus les héritiers, parce que ce qui pour moi est le seul truc vraiment important, c'est-à-dire ce qui les connecte à quelque chose qui a existé comme un mouvement politique dans l'histoire et qui ont tenté de faire des choses, c'est ça qu'on enlève. D'accord. Et on garde que on a une identité qui fait que nous, on est immunisé contre le sexisme, le racisme, on est progressiste à 100%, etc. Et on a produit un bon discours. Énormément de mes collègues, des universitaires qui travaillent sur la question raciale refusent systématiquement les débats. Ouais, la confrontation. Ils aiment pas ça, et je les comprends. Mais je me suis vite rendu compte que dans l'atmosphère médiatique, surtout qui existait, on va dire, il y a 10 ans, peut-être un peu moins de 10 ans, quand il y avait énormément de unes, je connais pas l'âge de ton chat, tu vois, s'ils ont connu cette période, mais où il y avait énormément de unes, de journaux, où c'était les indigénistes prennent le pouvoir, les racialistes, tu vois, des unes de Marianne, des unes de tous les journaux, du Point, de l'Express, tous les journaux qui tendaient un peu vers la droite, même Libération, ils faisaient des trucs comme ça, c'est-à-dire même les trucs de centre-gauche, machin, tout le monde parlait des indigénistes, etc. Il y a eu cette espèce de vague d'attaque de nos positions pendant très très longtemps. Et à un moment donné, ils se sont dit, peut-être qu'il faut quand même les faire parler. Mais le seul format qui était acceptable pour nous faire parler, c'était qu'on débatte avec une personne de droite. Qui est opposé radicalement à l'opposition. Vous pouvez pas laisser de tribune. Ben non, on pouvait pas laisser de tribune, ils peuvent pas parler seuls. Il faut parler avec la confrontation. Et je me suis rendu compte de cette espèce de format. Et je voyais tous mes collègues qui étaient plus, respectables que moi, qui étaient là depuis plus longtemps, mais qui refusaient systématiquement, qui disaient j'ai pas dans la boue, je vais pas me salir avec des trucs pareils, c'est dégueulasse, on parle pas avec les fascistes et tout et tout. Et moi, je disais mais si on n'accepte pas, on leur laisse absolument le champ libre. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de format où on pourra parler seul dans cette configuration politique. Et donc, je me suis dit, vas-y, on y va, hein. Je veux dire, j'ai été formé au pire, donc je suis censé faire ça, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je fais ça, parce que j'aime ça, que je jouis de, en plus, je pense pas être particulièrement bon, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vraiment, un sacerdoce un petit peu que j'ai pris. Et donc, voilà, j'étais chez Finkielkraut, j'étais face à Jean Messia, Vosadetti, face à des créatures de Lovecraft, quoi. Donc, vraiment, j'ai fait ça pour la cause, mais pas parce que je suis un debate bro, que j'aime ça et tout, non, pas du tout.